Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous tous d'être là, branchés, câblés pour suivre ces cafés de la paix qui est alors une initiative de l'espace culturel La Gare en partenariat avec Donkoni Maya de la GIZ, de la coopération allemande et avec l'accompagnement de Joliba TV. Le Café de la Paix, comme son nom l'indique, est une émission mensuelle qui ouvre ses portes aux hommes de la culture, aux traditionalistes, alors aux grands savants du Mali pour échanger, discuter avec eux autour de leurs œuvres, autour de leurs spécialités, mais aussi et surtout pour parler de la paix. Rien que la paix est toujours la paix. Et notre invité d'aujourd'hui est une figure emblématique et mondiale des marionnettes. Il s'agit de M. Yaya Coulibaly, que je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs. Yaya Coulibaly est un descendant de roi Coulibaly de Ségou. Il est né un jour du Djo et je crois que nous aurons l'occasion de parler du Djo aussi, qui sait. En tout cas, pour être né un jour du Djo, il va en ce moment tout naturellement alors être celui qui va avoir la chance d'avoir toutes les connaissances mystiques de sa famille et même les marionnettes qui lui ont permis de faire le tour du monde pour 30 fois. Tour du monde 30 fois. Alors ces marionnettes, il les a eues par héritage et par héritage familial d'une certaine manière. Il est chevalier de l'ordre national du Mali, érigé en patrimoine vivant de l'humanité en 2014 par l'Union internationale de la marionnette, médaillé d'or de la ville de Castel-Gineste à Toulouse en France, et le 24 novembre 2019, il va avoir le premier Grand Prix international des marionnettes à Milan. Une fois de plus, on applaudit notre invité. Monsieur Coulibaly, il y a votre micro à côté. Alors, nous sommes très heureux ce soir de vous recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, les micros. Voilà, faites attention au micro. Monsieur Coulibaly. Oui. On n'est pas tellement habitué à ça, ce que vous venez de faire. Oui. Est-ce que c'est un rite pour prendre la parole? Qu'est-ce que c'est? Exactement. J'ai une obligation de passer par ce rituel pour être en connexion avec l'esprit des ancêtres. Et ceci me permet de, si tu veux, de retrouver ma mémoire. Et Yaya Coulibaly qui est devant toi maintenant, à la fin du dernier souffle de ce sifflet, je ne suis plus Yaya, mais je deviens un esprit devant toi. Alors, ce qui fait qu'au commencement, il y a ça. Ce qui nous permet de nous situer et d'éviter le maximum d'erreurs sur la terre. Voilà. Alors, donc, du coup, je dois comprendre que je suis en face d'une personne physique, mais aussi en face d'un esprit désormais. Exactement. Jusqu'à ce qu'on finisse cet entretien. Exactement. Et l'esprit des ancêtres, donc, protégera tous ceux qui ont fait le déplacement pour faire en sorte que l'être humain puisse retrouver la tranquillité sur terre. En tout cas, c'est inédit ce que je viens de voir. En tout cas, pour moi, c'est inédit. Du coup, j'aimerais savoir, moi qui vous pose des questions ce soir et qui cause avec un esprit en même temps, je ne cours aucun danger, aucun risque. Non, non, pas du tout, au contraire. D'accord. Au contraire, nous rentrons tous sous la protection des ancêtres. Inch'Allah. Voilà. Alors, Monsieur Coulibaly, oui. On va d'abord parler des marionnettes. Oui. C'est en faisant un petit voyage dans votre vie d'intellectuel, votre vie de fonctionnaire de l'État malien, votre vie alors de traditionnaliste, votre vie de grand voyageur, d'homme de culture. C'est à partir de là que je me suis rendu compte que
il y avait quand même une pratique des marionnettes au Mali déjà. Nous qui pensions que bon, les marionnettes nous venaient de l'extérieur. Alors, le Mali et les marionnettes, quelle histoire? Une très longue histoire, et cette question, elle est extraordinaire. Je me réjouis d'abord de me retrouver cet après-midi dans cette salle. Je suis sous le poids de l'émotion, mais c'était aussi un agréable plaisir pour moi de te rencontrer. Partager. J'ai eu la chance d'être interviewé par tous les grands journalistes du monde, de toutes les chaînes du monde. C'est vrai. Et c'est une fierté aujourd'hui qu'un des frères soit devant moi et qui me questionne. Le Mali est un très vieux pays. Le Mali est d'une très grande civilisation. Le Mali est la source de l'humanité. Je sais pourquoi je te le dis. Nous sommes descendants d'une vieille civilisation. Le Mali de 1960 n'est pas le Mali. Le Mali du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle n'est pas le Mali. Le Mali commençait depuis le plateau du Mandé central jusqu'au mont Sinaï. À l'époque, le canal de Suez n'était pas encore creusé. Par Ferdinand de Lesseps. À cette époque-là, eh bien, le détroit de Gibraltar n'était pas encore creusé. Le canal de Panama n'était pas creusé. Donc cette vieille civilisation a continué. Le peuple mandinga a donné naissance, si tu veux, à plusieurs royaumes, à plusieurs empires. Tous ceux qui ont gouverné l'Afrique ont leur origine au Mali. C'est un vieux peuple. Et le Mali, culturellement, est riche. Le Malien ne sait même pas s'identifier par rapport à sa culture. Et l'art de la marionnette est une autoprojection des ancêtres. Les recherches anthropologiques, les recherches ethno-sociologiques, les recherches sociologiques, les recherches géographiques et historiques ont situé l'art de la marionnette au Mali, 3e siècle avant Jésus-Christ. 3e siècle avant Jésus-Christ. Et même au-delà. Moi, j'ai écrit et j'ai fait publier une quarantaine d'ouvrages. J'ai participé à toutes les grandes recherches internationales. Conscient de cela, de 79 jusqu'en 90, j'étais fonctionnaire de l'État. J'ai dit, je ne peux pas concilier le poste fonctionnarial et la recherche scientifique. J'ai dû prendre mon envol. J'ai cessé d'être payé par le Mali, par le gouvernement malien. Je suis fonctionnaire du Mali, mais sans salaire. Je suis parti. J'ai bouclé 30 fois le tour de la terre à la recherche d'informations, de compléments d'informations. Eh bien, pour faciliter, si tu veux, l'image du Mali, pour qu'on puisse accorder au Mali ses droits historiques. Et en 1990, 92, jusqu'en 2006, 2008, j'ai bouclé les recherches et on a produit un film documentaire de 52 minutes dans la série des marionnettes du monde. Donc vous voyez le film original. Le film a été projeté à la Maison des Cultures à Paris, devant les imminents et les plus grands chercheurs du monde. À la lecture, au final, on a accordé au Mali la paternité de la marionnette. On applaudit. Nous sommes la racine principale. C'est le Mali qui a inventé, c'est le Mali qui a créé la marionnette. Le film est là. Ouais. Ne vous retenez pas. Donc, c'est fou. Et
Et c'était quand il y a eu la migration du peuple mandinka jusqu'à l'esclavage, jusqu'au départ, jusqu'en Amérique latine. J'ai encore en souvenir un symposium international que nous avions organisé à New Delhi, en Inde, en 1991, juillet, août 1991, où il fallait parler de l'histoire des marionnettes. Et à juste titre, tous les directeurs étaient là. Elisabeth était la directrice du Théâtre national de Brasilia, était là. Alors donc, on a déblayé tout. Et il s'est avéré que toutes les marionnettes qu'on retrouve en Amérique latine, en Amérique centrale, proviennent du Mali. Donc, le Mali est une vieille civilisation. Et l'art de la marionnette a été l'une des premières écoles de formation, d'accompagnement, de conscientisation du peuple malien. D'accord. Mais par contre, vous êtes descendant des rois Koulibaly. Voilà. Nous avons une perception autre des marionnettes. Oui. Pour nous, les marionnettes sont juste ludiques. On s'amuse juste, on se distrait avec. Comment un prince que vous êtes devenu marionnettiste? Parce que selon nous, vu que c'est ludique, est-ce que dans votre tradition, un prince doit être marionnettiste? Bonne question. J'ai hérité la marionnette de la famille de père en fils, de génération en génération, depuis cette époque. Souvenez-vous qu'au XVIIe siècle, Mamadou Biton Koulibaly, mon ancêtre, qui fut le fondateur du Royaume Bambara de Ségou, c'est lui qui a organisé la jeunesse bamana. Et c'est celui qui a mis l'accent particulier sur le ton. Le ton, c'est-à-dire le comité d'organisation des marionnettes. D'accord. Alors donc, la marionnette est une attribut de la cour royale. Okay. Avec la marionnette, on peut mettre sur scène des stratégies de guerre. Ah oui. Il y a plusieurs catégories parce que quand on dit marionnette, si vous allez par la définition classique en Occident, vous ne comprendrez pas. La marionnette est une identité chez nous. Alors, chemin faisant, on trouve 4 formes de théâtre de marionnettes et 4 zones de production, liées à des pratiques animistes, liées aussi à une espèce de comité de transmission. Il y a le premier qui est le septennat, une fois chaque 7 ans, qu'on appelle les marionnettes sacrées. Les marionnettes sacrées. Sacrées. Okay. Qui apparaissent une fois chaque 7 ans dans le bois sacré. Et c'est un public de sélectionnés. Là, on procède à la transmission. Le comité des sages fait l'évaluation entre 59, 60, 70. Quel a été ton comportement? Est-ce que ce qu'on t'a dit, tu l'as maîtrisé? Donc, il passe par un rituel de communication. À la fin, il y a une marionnette érotique qui pisse sur la scène. Et cela donne lieu, c'est le premier acte de sexualisation. Et le même soir, il y a la pluie. Wow. Ça, c'est pour protéger et le pays et le village contre l'agresseur, contre les mauvais esprits. Ça a continué jusqu'à la fin du 19e siècle. Ça a continué jusqu'à la lapidation de notre identité. Nous aurons l'occasion d'en parler. Certainement. Il y a le semi-sacré. Les rituels ont lieu dans le bois sacré, mais le spectacle a lieu nuitamment au centre du village, sur le ferret, c'est-à-dire la place du village. Mais seuls les 60 ans ont le droit de manipuler ces marionnettes-là. Ils sont liés à des rites d'initiation de différentes classes d'âge. Faire en sorte que le marionnettiste devienne un guerrier, que le marionnettiste devienne un sauveur, que le marionnettiste devienne un régulateur social, qu'il soit géomancien, qu'il soit magicien, qu'il soit guerrier, qu'il soit en fait un enseignant de la société. La troisième forme, c'est les marionnettes dites traditionnelles. Alors, elles apparaissent juste quand les premières pluies tombent. Et elles sont liées au rite agraire.
Et une fois le spectacle terminé, le lendemain, il y a la pluie, on procède à des fêtes de Semaï. C'est extrêmement important. La quatrième forme, ça c'est les marionnettes dites populaires, qui est utilisé. C'est ce que nous connaissons. Voilà, c'est ce que vous connaissez. Alors, ceux qui sont loin de notre culture, de notre civilisation, l'ont dénommé marionnettes profanes. Oui, le profane n'existe pas. Ce qui fait que le poids de la domination, le poids de l'esclavage, le poids de la colonisation nous a privés de notre identité. Pourtant, ils le savent. Je me souviens que à 1956 à Ségou, à Banankoro, à Pelengana, des spectacles sacrés ont été interdits. Et on a brûlé beaucoup de marionnettes sacrées. Ah oui. Ici, c'est le colonialisme qui a fait ça. En 56. En 56. Oui. Au XIIIe siècle, alors, tout étranger qui venait et qui était reçu par le roi du Mali était accompagné par les marionnettes. Le cas de Ibn Battuta, sa dernière visite au Mali, c'est les marionnettes qui l'ont introduit dans la cour du roi. C'est extrêmement important. C'est une identité, c'est le parjure. C'est quelque chose de sacré. Mais elle est considérée comme un être humain. Quand la marionnette est abîmée, si on ne peut pas du tout la restaurer, elle a droit à des funérailles comme un être humain. Bébé chien à Caen. C'est extrêmement important. Vous saviez ça? Alors, donc, la quatrième forme qui est utilisée par les jeunes, dans le milieu traditionnel bamana, le mois de mars est le mois de la jeunesse, où on a le droit de critiquer. On a le droit de faire le bilan de l'année. À titre d'exemple, si le chef de village a été surpris dans un coin du village en train de courtiser une petite fille, c'est l'occasion de le mettre sur scène. Pas les marionnettes. C'est le miroir, c'est le bilan de l'année. Tout à fait. Pareil pour l'imam. C'est extrêmement important. D'où elle joue là un rôle, une fonction sociale extrêmement importante qui fait que elle provoque le vivre ensemble. Elle provoque la solidarité, elle provoque l'entraide, la justice. Elle lutte contre le mensonge et le vol. Ceci est extrêmement important. Alors, ceux qui ont eu la chance, parce que c'est la première, comme je l'ai dit, c'est la première école de formation et d'intégration du jeune bamana dans la société. Tout à fait. Alors, donc, on n'avait pas de livre. Notre livre, c'est ça, c'est la marionnette. Elle nous permettait, en ce moment-là, d'identifier les principaux personnages. Oui. Pour mieux vous situer, quand la marionnette représente un animal, on l'appelle Sogo. S-O-G-O. Ou S-O-G-O-W si c'est au pluriel. Au pluriel, oui. Quand la marionnette représente l'être humain, on l'appelle Mani, c'est-à-dire la petite personne. Ce n'est pas sa petite taille. Ça voudrait bien dire que les détenteurs du pouvoir et du savoir se mettent toujours au niveau du peuple. Voilà. Donc, Mani ou Maniou. Alors, ces deux font 1 plus 1 égale 1 qui donne l'ascension qui est le symbole céleste. Ça correspond au 266e signe du Komo et c'est le vautour. C'est extrêmement important. On arrivera à le dire. Alors, donc, et ces Mani et ces Sogo, c'est aussi l'histoire, le miroir. C'est une révélation. Et chaque marionnette, en ce moment-là, donc, enseigne au peuple, enseigne à la société, aux différentes classes d'âge, quelle doit être votre moralité. On dit, c'est les marionnettes qui ont chanté pour la première fois l'hymne national du Mali. Danser ou chanter. Pas à ton appel malien, ça c'est pas l'hymne du Mali. Oui, danser ou chanter. Vous dites chanter et danser. Les marionnettes chantent? Oui, elles chantent, elles dansent. Ah, il faut nous expliquer ça. Voilà. Quand vous entendez Subale, Subale, Subani Mansaya, Joye Baye Ulukina, Subani Mansaya,
Ça, c'est l'hymne du Mali et du Mandé. C'est différent de votre ton appel là. La chèvre, c'est quoi? Alors, la chèvre est le symbole du peuple. Le peuple veut l'entretien, la chèvre veut l'entretien. Une fois affamée, une fois torturée, elle est dans la rue. Et le chien, c'est le symbole du pouvoir. C'est la fidélité, c'est la responsabilité, c'est la solidarité, c'est le respect du bien de l'État, c'est le respect de la vie tout court, c'est le respect et la défense du territoire. Il est dit dans l'hymne de ce mandin-là, et pourtant, dans votre ton appel Mali là, il est dit que nous on est prêt à abandonner une partie de notre souveraineté pour l'Afrique. On va où? Et c'est cette hymne-là, le 29 décembre 1959, le dernier discours de De Gaulle, juste avant de passer à la balkanisation de la Fédération du Mali, il a dit: ne parle pas d'indépendance. Pourtant, les marionnettes ont défendu. Parlez plutôt de la dépendance. Et cherchez à comprendre la souveraineté, sinon vous allez continuer à être dépendant jusqu'à la fin du monde. Mamadou Dia, qui est né à Orokoto, le Malien avant d'être sénégalais, a dit: nous voulons cette indépendance africaine avec une responsabilité, mais tout en liant des relations avec l'Occident, parce qu'on partage le plateau linguistique. Senghor a dit non, il faut prendre l'exemple sur le modèle français. Le lendemain, paf, la fédération éclate. On revient ici. Les premiers marionnettes qui ont quitté, ils viennent à Caille. C'est comme ça. Et l'hymne national du Mandé est resté au Sénégal. Même demain matin, si on rencontre les Sénégalais, on donne un bol de lait, ils vont monter sur nous. On va revenir, là-dessus. Sur donc ces marionnettes-là ont voyagé, de village à la ville. Et maintenant, ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école française sont devenus des chauves-souris. Parce qu'ils n'appartiennent plus au temps villageois, on n'a plus confiance. Une fois qu'on partait à l'école, le cas nous est arrivé, nous on n'était plus considérés comme des villageois parce qu'on disait que nous allons dévoiler les secrets de la nation. En 1956, voilà. Le colonisateur a brûlé beaucoup de marionnettes, dont des marionnettes sacrées. Voilà. Ce côté nous intéresse beaucoup, M. Coulibaly. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, encore, on a des marionnettes sacrées? J'espère qu'ils n'ont pas tout brûlé. Exactement, voilà. Il y en a. Il y en a. Et je voudrais te dire que quand ils ont brûlé une partie, tout n'a pas été brûlé, mais ils ont brûlé une partie. Toutes les recherches, depuis la mission Dakar-Djibouti, toutes les missions ethnographiques ont eu des informations sur toutes nos pratiques culturelles ici, sauf sur la marionnette. Justement. Parce que la marionnette est considérée comme l'âme du peuple. La littérature anthropologique sur le Mali, c'est notre cordon ombilical. Donc c'était tenu secret. Personne n'avait le droit de parler sur les marionnettes. Alors les quelques ethnologues ont eu des informations fragmentaires. Ils en ont écrit des trucs. On a vu ceci, on a vu cela. Alors il y a eu la rédaction des premiers documents qu'on appelle les racines. Et le premier pays cité dedans comme racine des marionnettes, c'est le Mali. Il y a beaucoup de recherches. Alors donc, parce que les marionnettes sacrées, le colonisateur l'a brûlé parce que ça stimulait le jeune Bamana, la jeunesse Bamana, ça leur donnait une puissance à se révolter. Donc ils ont dit,
c'est ça, leur âme là, dont il faut brûler. On a commencé à décapiter pas mal de choses. Et les choses ont été mises à l'envers. Pendant plusieurs années, ça a été interdit. Et alors, quand la mission des voleurs sont arrivés, les grioles et autres là, ils ont ramassé le musée de l'homme rempli de beaucoup de nos marines qui sont sans information. Qui étaient d'ici. Et qui étaient d'ici. Donc, on les a ramenés manu militari. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a la cérémonie de sortie des marionnettes sacrées? Exactement. Aujourd'hui, il y a encore la sortie des marionnettes sacrées. Chaque année, il y a un rituel qui se passe à Koulikoro, qui se passe à Ségou, à Sama, qui se passe dans le quai Massina, sur un rocher sur lequel vient se reposer Bafaro, le génie de l'eau. Oui. Nous faisons une communication. Il y a un comité de sélection. On prend, pour être rapide, 4 vieux, un de 59, qui a 59 ans, un de 60, un de 66 et un de 70. Et deux vieilles femmes et une jeune femme, une mérin, et une jeune fille vierge. Une jeune femme, une mérin. Mérin, ça veut dire quoi? Mérin veut dire mangro mérin, c'est-à-dire fraîche. Ah, ok. Symbole de fécondité. Alors, donc, 10 ans après la ménopause, la femme devient vierge et rentre dans le cercle des hommes. Elle devient la prêtresse de la cérémonie. Elle prépare le couscous. Oui. Monsieur Koulibaly, nous ne sommes pas des initiés. Il y a des choses qu'il faudra nous expliquer. 10 ans après la ménopause, la femme devient vierge. Il faut nous expliquer ça. Donc, chaque créature est double. L'homme naît double et la femme aussi, elle naît double. Elle est à la fois homme et femme. Okay. L'homme aussi, à la naissance, est aussi homme et femme. Il faut passer par certains rituels justement pour qu'on soit homme. C'est-à-dire, pour que tu sois homme, il faut enlever la partie féminine qui consiste à l'ablation du prépuce. Alors, et l'homme devient homme. Il a le droit maintenant d'être initié et de rentrer dans le cercle des hommes. La femme, pour être femme, elle est obligée de passer par l'épreuve de fer aussi, comme le garçon, et elle doit se séparer du clitoris, oui, qui est l'équivalent du pénis de l'homme. D'accord. Alors, donc, une fois enlevé ça, elle rentre dans le rang des femmes. Elle continue. Et quelques années plus tard, eh bien, ça c'est le premier sacrifice de l'être humain. Tout à fait. Le premier sacrifice. Normalement, les marqueurs sacrés, je ne veux pas tout rentrer dans ce domaine-là. Donc, elles interviennent dans ce domaine-là. Donc, on continue. Une fois la femme, après, quand elle atteint l'âge de la ménopause, elle a 5 ou 6 ans, elle tombe malade. Généralement, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à survivre. Ah oui, parce que c'est très difficile. Il y a des convulsions, il y a beaucoup de choses. Donc la femme essaye de revenir à la case de départ. Donc l'appareil génital se rétrécit. Elle ne ressent plus bien, la rencontre avec l'homme. Elle devient comme une petite fille. Donc elle ne supporte plus l'homme. C'est à partir du moment, et non seulement elle ne supporte plus l'homme, mais elle fait plus un don de sang, c'est-à-dire le cycle menstruel. Parce qu'elle n'a plus ça. Alors, dès qu'elle atteint cet âge, elle devient la gardienne des esprits. Et le jour de la cérémonie rituelle, la rencontre avec le pharaon, c'est elle qui doit préparer le fonio. Elle prépare le fonio et la mérin, c'est-à-dire la jeune femme qui a déjà connu les douleurs de l'accouchement, c'est elle qui porte le plat de couscous. La jeune fille vierge qui est devant, elle va prendre la calebasse du déguerre, la bouillie de mil. On s'en va, on rentre torse nu, n'est-ce pas? On forme un cercle juste à côté du rocher sur lequel l'esprit de l'eau doit venir.
Alors, au signal de la dame, on dépose la calebasse sur l'eau et 1 minute plus tard, il y a un tourbillon qui arrive. La calebasse submerge dans l'eau. Si l'année doit être abondante, elle va réapparaître remplie du capitaine bien préparé, chaud. Et si l'année doit être néfaste, la calebasse réapparaîtra remplie que des petits carpillons. Et c'est l'année rouge de 17. Alors, maintenant, pour la fertilisation du sol, pour permettre justement au peuple d'avoir une communion, donc ce cercle restreint donne d'eau. Et chacun envoie comme ça la main derrière, et chacun plonge sa main dans la calebasse, et comme ça, il le ramène à la bouche. Si jamais un grain de fonnier tombe dans l'eau, c'est fini, tu meurs cette année. Wow. Ils font ce sacrifice. Les marionnettes, amphibies, parce que nous sommes un peuple comme ça qui est lié à l'eau et à la terre. Il y a le théâtre sur l'eau qu'on appelle le théâtre amphibie. Les marionnettes sur l'eau et les marionnettes de l'eau. On trouve ces deux formes ici. Les marionnettes sur l'eau et les marionnettes de l'eau. La différence. La différence, c'est que les marionnettes sur l'eau montent dans les pirogues. Et ça danse. Toute la danse a lieu dans ça. Ça se fait dans la pirogue. Dans la pirogue. Et les marionnettes de l'eau, les marionnettes apparaissent dans l'eau. Et c'est extraordinaire. Ça. Alors, donc le septennat existe encore. Wow. Saro est une capitale de ce septennat. Saro. Le Saro, c'est dans le Quai Massina. Saro, c'est ok. C'est un village. Voilà. Ok. Alors, donc Massina, c'est la même chose. Il y a un village qu'on appelle Nienou, dans le secteur de l'arrondissement de Si. Alors, le septennat est là-bas. Fana qui est tout près là, il y a le septennat. Il y a le septennat au Mandé. À Koulikoro aussi. À Koulikoro. Il y a les grottes de Karan, où les marionnettes sacrées sont là. Le septennat est là. Et chaque fois, elles font des révélations, elles donnent des indicatifs pour le prochain président. Est-ce que les septennats sont les mêmes années partout? Genre, par exemple, est-ce que si en 2020, ça coïncide avec le septennat à Koulikoro, est-ce que c'est la même année que ça coïncide avec le septennat à Massina, à Sibi? Est-ce que c'est les mêmes années? Non. Ok. Non, il y a ce qu'on appelle une plaque tournante. Alors, on donne la priorité à cette région. Dans le Baniko, par exemple, on dit le Baniko, cette année, c'est vous. Mais le routier qui passe, c'est pour tout le monde. Okay. C'est pour tout le monde. Et pour cette année 2020, c'est déjà fait ou bien c'est pas encore fait? Pour cette année 2020, c'est déjà fait. Mais en 2021, on sera où? Non, j'aimerais savoir si nous, public, si nous pouvons aller. Ben oui, bien sûr. Voilà. Alors, 2020, on n'a pas encore décidé, nominé le village. D'accord. Mais je suis là. Je vous apporterai la nouvelle. D'accord. Et moi-même, je suis en train de préparer aussi une cérémonie rituelle dans le fleuve à Magnambougou. Vous serez tenus informés. D'accord. Ça tombe bien. Magnambougou, c'est mon quartier, c'est là où j'habite, donc je ne vais pas rater ça. Ça s'intitule le sacrifice du bouc. Le sacrifice du bouc. Du bouc qu'on trouve dans l'eau là. Les herbes longues là. Ok. Alors donc c'est parce que nous traversons une période sombre de notre existence. Et moi, en tant que régulateur social, j'ai l'impérieuse obligation d'apporter une contribution. Ça, je le ferai. Et ce serait vraiment largement couvert. Et vous faites bien de parler de périodes cruciales, M. Koulibaly. Oui. Le Mali est un pays aujourd'hui qui a d'énormes difficultés, beaucoup de problèmes. Et le Café de la Paix, c'est justement ça, pour parler entre Maliens de paix,
de concorde sociale, de cohésion, d'unité nationale. Oui. Et sur ces derniers points, l'unité nationale est tellement compromise. Hein, on a tellement d'associations, signes comme quoi on n'est pas ensemble. On a tellement de partis politiques, signes comme quoi on n'est pas ensemble. On va au centre, on va trouver des frères qui s'entretuent. On va plus au nord, on va trouver des gens qui ne veulent même plus continuer en tant que Maliens. On redescend, on voit des villages dans le sud qui sont presque privés du reste du monde. Hein, on va vers l'ouest, des gens qui pendant des siècles alors, avaient accepté le statut d'être esclaves, qui aujourd'hui ne sont plus d'accord avec tout ce que ça soulève comme problème. Alors vous, du haut de votre expérience, du fait que vous êtes si connaisseur de nos valeurs, de nos traditions, quel message, qu'est-ce qu'il nous faut pour nous retrouver en frères? Très bien. Pour nous retrouver en frères et en sœurs, c'est simple. Je dis, en un seul jour, le Mali peut se retrouver. En un seul jour. En un seul jour. Si nous le voulons, si nous le souhaitons. Mais pour y arriver, il faut être courageux. Ça ne se passera pas dans la violence. Il faut tout mettre à plat. Le problème crucial aujourd'hui, la maladie incurable du Mali, ça je le dis haut et fort, c'est les partis politiques. Il y a une urgence au Mali. Je pense qu'il faut modifier la constitution. Il faut dissoudre tous les partis politiques et ramener à 4. 4, pas plus. Tous ceux qui ont volé là, ils volent l'argent du Mali, ils détournent. Et nous qui sommes nés au village et qu'on est arrivé là, nous sommes considérés comme des moutons. Oui. Les gens refusent de travailler. Je dis, il faut limiter les partis politiques au Mali. Sinon, nous aurions besoin encore de 59 ans de transition. 59 ans encore de transition. Il faut résoudre. Je suis politique. Moi, j'ai mené 6 ans d'études politiques. Je n'appartiens à aucun parti politique. Mais je suis très politique. J'aime beaucoup mon pays. À l'indépendance, on a trouvé le PSP de Philippe Dabo Sissoko. On a trouvé l'Union soudanaise RDA. Il y avait l'UFD de Maître Demba Diallo, qui a modifié son administratif pour devenir Moussa Demba, parce que là, vraiment, c'est... Ben voilà. Donc, ça, c'est parti avec un projet de société pour le Mali. Ils ont travaillé. Chemin faisant, il y a eu des transformations de coup d'État en coup d'État. On a perdu les repères. On a perdu l'honneur et nous avons perdu la dignité. Nous avons oublié qui nous sommes et on y a des faits. Le Mali vit aujourd'hui à l'image de l'Amérique latine. Si tu es riche jusqu'à la vie. Si tu es pauvre, tu restes dans là. Alors, je me souviens, quand tu as eu le coup d'État de 68, le CMLN à l'époque a suspendu tous les partis politiques au Mali pendant 10 ans. Oui. Et Moussa a regroupé tous les intellectuels maliens autour du projet de société de l'UDPM, l'Union démocratique du peuple malien. C'est parti là, Moussa est parti. Mais le projet de société qui se trouve dans le préambule de l'UDPM pouvait sauver le Mali. Mais qu'est-ce qu'on fait? Chacun vient avec un carton. Tu déchires toutes les bonnes pages, toi tu te mets. Et entre-temps, d'autres partis sont... Donc, de l'Union soudanaise RDA est né quoi? Ils ont balkanisé l'Union soudanaise RDA en 2 franges.
quand la cage de Birama brûle, on peut plus amener les troupeaux en pâturage. Ceci dit, il y a eu cette désorganisation. Il n'y a pas eu de formation, il y a un vide. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'homme politique. Il y a ce vide. Et il n'y a que des actionnaires politiques au Mali. L'actionnaire s'en fout du peuple. Lui, il cherche que son petit comédien. Là, c'est là où on est arrivé à là. Tout à fait. Sinon, il y a des femmes et des hommes au Mali là qui sont encore capables. Et c'est l'ensemble de la négatif du jeu des partis politiques qui a assassiné la culture millénaire du Mali, qui a enterré définitivement l'éducation au Mali. Donc, l'école aujourd'hui devient un centre de gang. L'école aujourd'hui devient le centre de toutes les criminalités. C'est devenu le centre d'une mafia. Donc, on s'en fout, on ne cherche plus à étudier. Tous les partis politiques ont niché sur la colline du savoir. Tout à fait. Et on a détruit la jeunesse. Je pense que la jeunesse aujourd'hui doit cesser de suivre ceux qui n'ont rien à proposer, parce qu'on vient nous voir, on nous tend un billet de 1000 francs, 2000 francs, allez-y voter. Et une fois qu'ils sont élus, oh, on peut mentir avec tout, sauf l'âge. Il y a un âge pour arriver dans la vie. Après 30 ans, si vous n'arrivez pas à donner une orientation à votre vie, après 30 ans, c'est foutu. Pour ce faire, il faudrait passer par la fonction sociale de la marionnette pour que le Mali puisse se retrouver. J'ai dit l'autre jour que la marionnette est une révélation. La marionnette est un miroir dans lequel chacun de nous devrait se mirer pour savoir qui suis-je. Iborami et Betami. La marionnette nous oblige à la dignité. Elle nous oblige à protéger le bien public, le bien de l'État. La marionnette nous oblige à être dignes de notre mère. La marionnette nous pousse à la performance. Vous savez aujourd'hui qu'il y a 10 ans, on disait il faut être bon. Ça, bon là, ça n'a plus de sa place. On a dit il faut être très bon. Aujourd'hui, très bon n'a plus de place. On dit il faut être excellent. L'excellence n'a plus de place. Maintenant, il faut être extraterrestre. On applaudit. On applaudit. Alors, M. Coulibaly, oui, comme il ne nous reste plus que 15 minutes, oui, et certainement qu'il y a des gens dans le public qui aimeraient vous poser des questions. Voilà. Avant de leur donner la parole, oui, je dis aujourd'hui, nous avons besoin d'une réconciliation. Nous avons besoin de nous pardonner. Je l'ai dit l'année dernière à Ségou. Je l'ai rappelé ici qu'il y a une marionnette chez nous qu'on appelle Michiba, qui a une chanson qui l'accompagne. Quand deux villages veulent s'affronter, dès que cette marionnette apparaît, tout de suite là, naturellement, il n'y a plus de conflit. Les marionnettes sont là, elle est régulateur social. Avant de vous passer la parole, on dit Fere na fere. À un homme neke. Fere na fere. Fere na fere. Aw bosira la baba kamisi na to fere kamisi do misina ereknya. C'est un message de conscientisation, de regroupement, de fraternité. Et c'est tellement beau. Et quand cette marionnette traverse le village, ensuite, c'est l'ensemble de la jeunesse qui va au bord soit de la rivière ou du fleuve et chacun prend un bain rituel. Pour dire, Bafaro, donc une purification, une entente, une solidarité. J'ai également suivi les dernières interventions de M. Coulibaly. Ouais. Il a dit quelque part, il faut dissoudre tous les partis politiques de ces pays pour en faire 4. Je voudrais qu'il nous dise ici, il voudrait quel genre de parti politique, c'est-à-dire les 4 partis politiques dont il parle,
Ils veulent quel genre de partis politiques? Ce sont des partis de gauche, du centre ou de la droite, comme on a l'habitude de le voir dans les grandes démocraties. Quel genre de parti politique ils voudraient pour le Mali? Vous savez, quand on parle de démocratie, la démocratie à l'occidental n'est pas la démocratie que le Mali connaît. La charte du Mandé, ce pays est le premier pays au monde qui a élaboré et qui a mis en place la première constitution du Mali. Et on a mis en place le premier gouvernement. On a mis en place la première grande et efficace décentralisation. L'unité dans la diversité. Et on a dit, ni mounumbe seneke ou luka seneke. Ni mounumbe moninke ou ka moninke, ni mounumbe djagoke ou ka djagoke. Ni mounumbe kalanke ou ka kalanke. L'unité dans la diversité. C'est ce qui nous a conduit, malheureusement, jusqu'à l'indépendance. Cette indépendance, il faut la mettre entre parenthèses. On nous a parachuté quelque chose dont on ne connaît pas. Les partis sont nés. Il n'y avait pas 5 partis, il y avait juste que 3, 4. Toutes les nations qui se sont développées, ce n'est pas avec un effectif pléthorique de partis. Vous prenez l'exemple, par exemple, de l'Union soudanaise et RDA. Vous tous qui sont là, vous portez tous le tricot de l'Union soudanaise et RDA. Et vous portez tous le tricot de l'URD. Vous portez tous de l'AFD. Vous portez tous du RPM. Vous portez tous quoi? On va où? Nous sommes 20 millions. 20 millions, plus de 200 partis politiques. La question fondamentale que nous devons nous poser d'abord, combien un parti politique nous coûte? Est-ce que le Malien sait ça? Et c'est ça le dérapage. Quel est le coût d'un seul parti politique sur le pouvoir d'achat du Malien? Et combien de partis politiques ont élaboré un programme de société? Avez-vous déjà lu le programme des partis? On vote comme ça. Tout le monde vote à l'aveuglette. Donc vous votez pour des marchands d'illusions. J'ai dit, le Mali qui est un pays culturellement assis, nous avons voyagé. Le Mali est la première puissance mondiale en termes de la linguistique appliquée, parce que nous parlons toutes les langues du monde. C'est important. Il n'y a pas un seul bout de terre sur l'eau où on ne trouvera pas un Malien. Je suis allé aux États-Unis. Docteur Cheikh Modibo Diallo, il n'est rien par rapport à l'effectif pléthorique des savants maliens qui sont aux États-Unis. Il y a plus de 2000 chevronnés maliens qui travaillent à la NASA. Je suis allé en Angleterre, je suis allé en Allemagne. Tous les barons, tous les savants, tous les grands chercheurs, c'est des Maliens. L'usine aéronautique à Toulouse, tous les meilleurs techniciens, c'est des Maliens. Monsieur, un pays qui est capable de produire une telle force productive n'arrive pas à élaborer une feuille de route. Il y a des partis qui n'existent que de nom. Pour ce faire, nous avons une économie agro-silvio-pastorale. Les micros, M. Koulibaly. N'oubliez pas les micros. Voilà. Alors, si on a ça, c'est plus facile d'élaborer un programme. Quel est le seul parti ici qui met en valeur l'éducation et la culture? Quel est le seul parti qui a un souci pour la communication, qui a pour la santé, l'agriculture? Quel est le seul parti qui a mis en valeur et qui a mis l'être humain au service du développement? Tu sais, la première ressource importante, d'abord, c'est la gestion humaine.
les ressources humaines. Nous avons perdu ça, ce repère. Donc nous voulons, tous veulent devenir que des marchands d'illusions. Il y a combien de politiques? Et en fait, où ils se sont formés? Quelles sont les sources de financement de ces partis qui vont au service du Mali et du peuple malien? Si toi, tu n'as pas d'argent, moi, je te donne de l'argent, mais je te donne une orientation. C'est clair. C'est ce qui nous tue. Je dis, il faut retourner à la case de départ. Vérifier dans les tréfonds, dans les archives. Monsieur Yaya Coulibaly, qu'on applaudit, je vous rappelle qu'il est descendant des rois Coulibaly de Ségou. Il est né un jour de Joe, que j'ai oublié carrément de développer avec lui, mais ce sera pour une autre fois. Mais c'est parce qu'il est né ce jour particulier qu'au niveau de sa famille, on va lui transmettre à lui toutes les connaissances mystiques de sa famille et je dirais de toute son ascendance. Il a eu beaucoup de distinctions, chevalier de l'Ordre national du Mali. Il a été érigé en patrimoine vivant de l'humanité en 2014 par l'Union internationale de la marionnette, médaillé d'or de la ville de Castelginest à Toulouse en France et le 24 novembre 2019, le premier grand prix international des marionnettes à Milan. Une fois de plus, on l'applaudit. Alors, sachez que c'était votre émission Les Cafés de la Paix, une initiative de l'Espace La Gare en partenariat avec Donko Seco de GZ, la coopération allemande, et avec l'accompagnement de Joliba TV. Alors, pour ma part, mesdames, messieurs, je retiens avec notre invité que toutes les nations sont passées par des périodes sombres. Et quelle est la clé de la réussite? Qu'est-ce qu'il faut pour un Mali beaucoup plus paisible? Pour lui, faisons énormément attention à la politique telle que nous la menons. Trop de partis politiques tuent le pays. Et pour lui encore, il faut le travail. Que les Maliens acceptent plutôt de travailler, qu'on mette l'accent sur la culture et sur l'éducation. Parce qu'au dire de notre invité, quel que soit ce qu'on peut savoir, quel que soit ce qu'on peut connaître, si on ne se connaît pas soi-même, on n'aura absolument rien compris, ni de la vie, ni des hommes. Alors ceci va mettre fin à ce numéro de Café de la Paix. Merci à toutes et à tous. Au revoir.